Alors, je voudrais que tu me racontes le tout début de l'histoire. Le tout début de l'histoire. Alors le tout début de l'histoire de Digit, il a été, on va dire, très, on va dire, incertain, comme tous les débuts de start-up. Hein. Assez original, je vais dire, puisque j'ai commencé pendant mon école d'ingénieur. Donc j'étais en ingénieur aéronautique et espace. Et effectivement, j'avais pas mal de temps libre. J'étais passionné par l'aéronautique. Mais cependant, j'avais aussi d'autres passions, d'autres projets. J'ai lancé pas mal d'initiatives. Et il s'avère que j'étais un peu engrainé par le système, puisque j'avais l'idée à cette époque-là, sur ce projet, de créer une table de mixage pour le grand public. J'ai fait mon stage de fin d'études dans ma société. Et pourquoi en fait j'ai lancé ça? Parce que c'était un projet, c'est devenu en fait une entreprise, parce que j'ai créé une structure. Je me suis retrouvé avec des stagiaires et je me suis retrouvé à avoir levé 100 000 euros 6 mois avant d'être diplômé de mon école d'ingénieur. Donc automatiquement, une fois qu'on a fait ça, j'ai dû donc continuer. Mais ça me plaisait, j'étais passionné. Et là, je me suis dit, bon, voilà, maintenant j'ai de quoi continuer. Je ne suis pas obligé d'aller chez Thales ou chez Airbus. Donc on va pouvoir continuer sur ce projet auquel je croyais énormément. Parce que moi-même étant DJ, on va dire, amateur, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas une solution ultra simple pour le grand public. C'était en quelle année ça en fait? Ça c'était en 2009 et moi j'étais diplômé en fait en 2010. D'accord. Donc quand tu as vu sortir l'iPhone en 2007, Ouais. c'était quoi ta réaction par rapport à ce que tu étais en train de créer? Alors ma réaction c'était que je suis allé en acheter un. Donc j'étais un peu à New York en stage d'anglais à cette époque-là pour réviser mon TOEIC qui était obligatoire pour être diplômé niveau ingénieur. Et donc j'en ai acheté un là-bas, je suis revenu en France, donc il est sorti quelques mois plus tard en France. Et c'était en fait dans l'idée logique que j'avais de l'usage des logiciels, c'est que le tactile, ça démultipliait totalement l'utilisabilité des logiciels. Cependant, pour nous, ce n'était pas encore suffisant puisque l'écran était minuscule, c'était 3 pouces. Donc en fait, ce n'était pas forcément utilisable pour tout type d'application. C'est pour ça qu'en fait, on s'est retrouvé sur le mobile en lançant Editing qu'en 2012. Donc on peut dire que tu n'y as pas cru tout de suite en tout cas. Alors j'y ai cru, mais comme j'étais extrêmement focus sur eDJing, qui était donc un logiciel pour mixer, les technos existantes c'était des gros hardware énormes. Et là de se dire on va miniaturiser ça dans un tout petit écran de 3 pouces, c'était quand même un pari qui était, on va dire, compliqué sur juste ce qui nous posait problème, c'était vraiment ça va pas être utilisable. C'était ça en fait le premier blocage qu'on a eu, sachant en plus que l'App Store est sorti qu'un an après, en 2008. Donc en fait, nous on regardait ça, on va dire, pas de loin, mais on pensait, et tout le monde pensait à cette époque-là d'ailleurs, que c'était impossible de mettre une table de mixage sur un iPhone. C'était pas possible en fait. Quels ont été, alors peut-être pas des doutes, mais qu'est-ce que tu as rencontré comme défi quand tu as créé cette boîte-là et au fil des années là, jusqu'à maintenant quoi? Nous, en fait, on n'a jamais vraiment eu de doute dans ce qu'on faisait. On a rencontré beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Mais en fait, de par peut-être notre jeune âge et notre inexpérience, on a toujours été en mode un peu on rentre dedans, quoi. On n'avait rien à perdre. On n'avait rien à perdre, on avait du temps, on était jeunes, on avait de l'énergie. Le seul truc qu'on n'avait pas, c'était de l'argent. On avait des idées, de l'énergie et pas d'argent. Donc en fait, avec ça, en fait, on fait rien. Donc ce qui s'est passé, c'est que très vite, on s'est rendu compte dans les 2 premières années d'existence de Digit, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu tournes sur fonds propres, ça veut dire rien, et que du coup, tu as à peine pour payer tes stagiaires. Au bout d'un moment, tu te dis, je vais avoir besoin d'argent, mais mon projet, il n'est pas encore lancé, j'ai pas de business model. Tu as plein d'idées, plein d'énergie, mais en fait, il te manque le nerf de la guerre, il te manque de l'argent. Donc en fait, les premières embûches qu'on a rencontrées, c'était vraiment ça. On n'avait pas peur de ne pas arriver à lever de l'argent, mais c'est quelque chose qui. On n'y a pas pensé qu'il fallait de l'argent, ou on s'était pas dit, tiens, il faut lever de l'argent. J'ai une idée, je développe mon idée. Après, on a compris très vite qu'il fallait trouver de l'argent, et là, du coup, on s'est mis à chercher, et j'ai cherché toutes les solutions que j'ai pu trouver, et je n'ai pas trouvé beaucoup. C'est ça au début, on a vraiment
c'était en 2009, donc l'esprit startup était très peu Très peu propagé. développé, Le hein. mot startup était très peu prononcé en France à cette époque-là. Et dans mon école, je suis un des seuls, je crois, de ma promo à avoir créé une boîte à cette époque-là. Et maintenant, il y a une culture ingénieur-entrepreneur qui s'est installée en France, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, ça s'est très vite développé. Et du coup, donc j'ai cherché un peu partout. Et d'ailleurs, au tout début de l'aventure, on a une structure d'aide à l'innovation qui s'appelle Scientipol Initiative, qui nous a financé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui. C'est vrai que c'est unique hein, ce qu'ils font Scientipol. Voilà. Hein. Personne croyait en nous. Ouais. Alors les banques, on n'en trouve pas. Les banques, Oseo est en mutation, enfin tout a évolué. Et puis alors les fonds, on était early stage, et c'était vraiment, on n'avait rien quoi. À part des gens qui étaient ingé, diplômés, qui avaient une idée qui était très prometteuse, parce que nous on y croyait à fond. On n'avait pas grand chose. Et en fait, Scientipol nous a aidé, nous a apporté un financement qui nous a permis après, juste 3 mois plus tard, de rencontrer notre premier VC. Et là, qui nous a permis de passer sur mobile. Donc ça, c'était avant le lancement de l'application en 2012. Tout à fait, Ouais. 2011. 2011. Ouais. Et donc, vous, 2012, ça a été vraiment le départ. C'est-à-dire que c'est pour le lancement de l'iPad, c'est ça? Vous avez lancé votre application. Juste avant, en fait. Juste On a fait le pas du mobile, en fait, en février 2012. On avait 10 000 inscrits sur notre service en ligne, sur Internet. Et en février donc, 2012, on lance e-Diging for iPhone. Donc là, on a dit, bon, on teste, on va voir. On fait le dev, on a réappris, donc du coup, mes associés ont réappris tout le développement mobile, parce qu'ils étaient sur des technologies web. Et là, on s'est dit, bah, vas-y, on va essayer, on va créer une application de DJ pour le grand public sur un écran de 2,5 pouces. Voilà, on l'a fait, et la bonne nouvelle, c'est qu'on l'a mis en ligne un mois après, on avait été highlight par Apple, et on avait déjà 500 000 téléchargements. 500 000 téléchargements. Comme ça, du jour au lendemain. Et c'est là où on a compris que nous, l'idée c'est de faire une application DJ pour le grand public. Ça n'existait pas en fait. Il y avait des logiciels très professionnels comme Virtual DJ, Tractor, Serato. Et en fait, on a fait la première application DJ au monde pour le grand public. Et où étaient ces gens? Où étaient en plus les early adopters? C'est tout un peu tous les geeks, etc. Ils étaient en fait sur le smartphone. Et c'est juste que quand on est arrivé sur le mobile, il y avait beaucoup de place. Il y avait pas en 2000, il y avait très peu d'applications. Très peu d'applications. Et sur le web, en fait, c'était la même idée avec une super app en ligne, sauf que qui était en Flash, je me souviens, en ActionScript, donc un peu dynamique, etc. Mais en fait, on était noyé parmi des milliards de sites. C'était impossible. Donc votre catalogue d'applications a grossi. On en est à combien là? Et combien de downloads général? Alors, en gros, depuis e-Diging 2012, donc là on est en 2016, ça fait à peu près 4 ans et demi qu'on a lancé e-Diging. On a lancé du coup 9 applications différentes sur 3 plateformes, donc iOS, Android et Windows. Donc ça fait 3 fois 9 applications, sachant qu'il y a plus des versions d'applications. Donc en gros, on a 9 services, 9 marques, mais ça représente un catalogue de 40 versions d'applications. Donc c'est quand même une grosse maintenance. Mais en gros, il faut imaginer qu'on a vraiment des applications qui vont du mix, avec une déclinaison de produits de mix, e-Diging Scratch, e-Diging Pro, e-Diging Mix. On a des applications de karaoké, on a des applications, donc des players de musique, et on est en train de travailler aujourd'hui sur plutôt des applications d'apprentissage de musique et de gaming, donc de musique gaming. Donc en fait, on est en train vraiment de développer un écosystème d'applications musicales qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas une stratégie monoproduit, voilà, Digit c'est e-Diging. Non, Digit c'est un éditeur d'applications musicales qui a 80 millions de téléchargements, plus de 80 millions. On enregistre plus de 3 millions de nouveaux clients par mois. Combien de personnes vous êtes en tout là? Là, on est 40. Donc on a une petite équipe, c'est un peu une volonté de notre part. On a eu un gros saut de croissance en fait. La dernière année, on est passé de 20 à 40. Mais en fait, on souhaite rester le plus longtemps possible petit pour garder notre agilité, pour continuer à innover et pour continuer à sortir des applications sans avoir la lenteur des grosses boîtes et des grosses équipes. Alors, il y a une particularité que vous avez, que je trouve géniale, c'est qu'en termes d'acquisition, on n'est pas dans l'acquisition classique d'une application. Alors pas du tout, parce que le mot acquisition chez nous n'est pas dans notre tête ni dans celle de nos actionnaires. Aujourd'hui, nous, on fait de l'organique. Ça veut dire que nous, on se sert de notre base d'utilisateurs pour lancer à chaque fois nos nouveaux produits. C'est exactement ce que fait Ketchup. Eux, ils ont une base de joueurs et à chaque fois, ils lancent un nouveau produit en tapant sur leur base. Nous, on a la même méthode. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on s'est diversifié très très vite, puisque entre 2012 et 2014, on a lancé très rapidement Equalizer Plus, qui est quand même à plus de 30 millions de téléchargements, rien que cette application-là. Bass Booster, EQ, on a vraiment décliné. Donc
on a réagrégé des nouveaux users sur chacune de nos apps. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en faisant ça, on a carrément triplé notre base user avec un overlap entre nos apps qui était de moins de 10%. Donc l'idée, c'est bien d'avoir une base importante d'utilisateurs et aux sorties des applications, les solliciter. Exactement, tout bêtement. Et comme on a atteint une masse de users suffisant, quand on lance une app, on est aussi puissant qu'une campagne de marketing, de RP ou de user acquisition. En tout cas, ça nous permet d'arriver au niveau de visibilité suffisant pour pouvoir après se maintenir dans les classements et enregistrer 3 millions de téléchargements par mois. Alors après, une fois qu'on a ces personnes qui téléchargent la première fois l'application, il y a ce qu'on appelle la fidélisation, la rétention. Et là encore, vous y travaillez, enfin, c'est un sujet précieux pour vous, quoi. Alors c'est un sujet très précieux, donc déjà on a bien travaillé sur donc déjà concevoir des produits qui marchent, qui ont une bonne réputation sur les stores, bien référencer nos produits sur les stores pour avoir de la visibilité. Là on est en train de travailler effectivement sur la rétention, puisqu'en fait une fois qu'on a ces utilisateurs, il faut déjà commencer par les avoir, une fois qu'on les a, il faut travailler sur la rétention. Et c'est un travail qui est très très complexe, mais nous aujourd'hui on le regarde beaucoup parce que c'est moins dur de garder des users que d'aller en chercher. Donc là, on travaille vraiment là-dessus. Et après, la dernière phase, c'est vraiment la monétisation, qu'on travaille tout le temps et depuis toujours. Mais aujourd'hui, on privilégie quand même l'expérience utilisateur, la création de cet écosystème d'applications de musique, le fait qu'aujourd'hui, on est 10e éditeur d'applications mondiales dans le monde en volume. Et on veut encore grossir, on veut encore prendre des places sur le podium. Dans la catégorie musique. Hein. Ouais, 10e éditeur dans la musique. Tu me disais tout à l'heure que gros travail et un travail qui est important au niveau des équipes pour l'assaut, c'est-à-dire le référencement de l'application. Et tu me disais en fait les stratégies ne sont pas du tout les mêmes entre iOS et Android. Alors pas du tout. Nous on a un pôle qui est dédié à ça. Donc l'ASO aujourd'hui ça va être en fonction de chaque store. Donc Windows, Apple et Android c'est 3 techniques différentes, c'est 3 algos différents. Donc en fait il faut s'adapter, il faut lire les guidelines. Il y a des bonnes pratiques pour chaque store. Donc à la fois tu as une technique de référencement qui est différente par store mais c'est radicalement différent. Et du coup, ça implique même qu'au niveau du lancement de ton app, ça ne va pas être du tout la même méthode que en fonction des plateformes, d'un point de vue ISO en fait. Comment tu trouves aujourd'hui l'évolution des stores là, depuis 2012, là, depuis que vous avez lancé votre première application? Tu trouves que c'est plus facile parce que vous avez une bonne connaissance et vous savez où vous allez, ou tu penses que c'est plus difficile parce que justement les stores ont grossi et que c'est compliqué d'avoir de la visibilité? Alors, notre analyse aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les applications, elles ont pullulé. Il y a eu un peu la grosse ruée vers l'or 2013, 2014, 2015, donc tout le monde s'est mis dessus. Il y a entre ceux qui se sont mis dessus, qui n'ont pas compris c'était quoi du native code et qui font des trucs un peu sales, donc qui font des UI, des UX pas pertinents, donc c'est des applications qui sont même déceptives par rapport au site web qu'ils ont. Entre les applications pirates, entre les applications qui servent à rien, entre les applications fantômes, il y a eu beaucoup en fait de fouillis qui a été créé sur les App Store qui pour nous parasitent et nous gênent parce qu'à l'époque où il y avait vraiment, c'était un peu les pionniers, c'est vraiment les gens qui allaient, ils se mettaient à fond, ils faisaient le truc et ils essayaient d'innover parce que c'était un nouveau support. Aujourd'hui on voit vraiment que c'est vraiment le fouillis, il y a du bruit de fond partout, il y a des apps qui pop, il y a beaucoup de piratage, énormément de piratage. Donc il y a beaucoup plus de concurrents parce qu'on a plus de 2 millions d'applications, il y a 350 000 éditeurs. Donc à la fois, il y a du bruit, il y a de la concurrence qui est monstrueuse, il y a des boîtes qui se sont structurées aussi autour du marché du mobile et qui sont très performantes, et qui ont, comme les Supercell, les King, etc., qui ont bien réussi leur transition vers le mobile, qui eux en plus ont des budgets pharaoniques et donc du coup écrasent tout le monde dans les classements. Et qui font de la pub télé pour faire connaître de leur la pub application télé, de la partout dans le pub monde. sur Facebook, partout. Et donc du coup, nous en fait on a moins de visibilité. Il faut imaginer que sur l'Apple Store par exemple, il n'y a que 22 000 applications qui sont visibles. Alors, ça a peut-être changé il y a quelques mois, hein, mais en gros, en temps réel, on peut voir dans les classements 22 000 applis, dans les classements. Donc, sur les 2 millions. Voilà. Dans les classements, ils en indexent que 22 000. Ça veut dire que si on ne fait pas d'ASO, donc si on ne cherche pas une application, eh ben, c'est impossible de la voir dans l'Apple Store. Donc les gens qui ne cherchent pas, donc qui vont juste dans les classements, ils ont accès qu'à un catalogue de 22 000 applications qui sont classées suivant des critères de nombre de téléchargements ou de chiffre d'affaires. Après, il y a aussi, vous êtes éditeur depuis 2012, donc tu as Apple ou Google qui vous regardent. Il y a une histoire formidable là, qui s'est passée pour vous, le lancement de l'iPhone 7. Voilà,
on parle d'edging. Alors, c'est pas marqué edging, mais on sait que l'application est citée dans la keynote. Et tu peux raconter cette histoire parce que et ça fait Ouais. partie de la notoriété et du buzz qui accompagne aussi la réussite d'une entreprise et Tout à des fait. applications. Alors, je peux t'en dire deux mots. Effectivement, nous, on était extrêmement. Alors, on n'était pas au courant, hein, la première chose, puisque c'est des infos qui sont très confidentielles. Hein. C'est bien évidemment nous qui avons envoyé les artworks et les supports de C'est communication. une demande comme ça. Une au demande final. comme on peut avoir en fait de n'importe quel partenaire. On sait qu'il va y avoir une mise en avant, mais ça peut être dans l'App Store, ça peut être sur une page web, on ne sait pas ce que c'est. Et en fait, effectivement, c'était pour le lancement de l'iPhone 7 au niveau mondial. Et ce qui s'est passé, c'est que pour nous, c'est vraiment une sorte de récompense par rapport aux 4 années de travail qu'on a fait avec Apple, où on s'est vraiment battu pour démontrer notre capacité à innover et notre avance technologique sur en fait nos concurrents, puisque par rapport en tout cas à nos concurrents directs, on est un des seuls éditeurs qui a internalisé réellement le développement de l'applicatif en passant de l'UI, de l'UX, même au sound system, c'est-à-dire que les technologies de traitement de son sont propriétaires. Ça veut dire que ça, c'est des choses en fait qui sont technologiquement importantes et que nos concurrents n'ont pas ou sous-traitent. Ça vient de ton premier cursus d'école, parce que tu Oui, es ingénieur à la base quand même. On aime bien tout faire nous-mêmes. Voilà. Ça veut dire que dès que c'est technique, il faut qu'on s'en occupe parce que ça, c'est le raisonnement ingénieur. On veut comprendre, on veut faire nous-mêmes. Ah ouais, c'est payant. Bah non, mais je sais le faire, donc je vais le faire. Et puis comme ça me fera économiser de l'argent. Ça, c'est un peu effectivement le raisonnement ingénieur qui n'est pas forcément toujours bon. Hein. Mais en tout cas, quand nous, quand on a été mis en avant sur l'iPhone 7, c'était pour nous vraiment un peu Comment tu le l'as succès, appris quoi. que tu étais à la keynote en fait? Alors, en fait, vu que je ne savais pas, moi, après la keynote, je suis rentré chez moi. Et effectivement, on a vu après donc les téléphones, les SMS, etc. J'ai reçu beaucoup d'appels. Et c'est là que j'ai reçu des photos et des vidéos de notre app présentée par Apple. Et c'est là que, alors bien évidemment, il n'y avait pas notre marque comme tu le soulignais, sauf que le dessin est Diging. L'application Diging, elle est visible, elle est unique. Et tout le monde nous a reconnus en fait. Mais voilà, ça veut dire que c'est vraiment par les gens qu'on l'a appris. Quel effet sur l'entreprise, ça, de passer à la keynote d'Apple? Ah Concrètement, c'est du download ou pas? Alors, c'est du download. Après, ce qui est effectivement ce que j'essaie d'expliquer réellement, c'est que nous, Digit, c'est un éditeur d'applications de musique en tout genre. Et aujourd'hui, il faut imaginer que la majorité de nos téléchargements ne viennent pas d'Editing. Editing, ça va devenir bientôt une app secondaire, en fait. Et malheureusement, heureusement pour nous, Apple effectivement nous met donc en avant. Et du coup, maintenant, dès que je vois donc des gens ou des partenaires, ah oui, Editing, l'application, qui est émise pendant par Apple. Alors là, on est reparti, je pense, pour 3 ans. Ça veut dire que là, on essaye de bien expliquer que nous, Editing, c'est une appli qui est très très importante. Et aujourd'hui, c'est on va dire, le vaisseau amiral de la société, c'est la vitrine technologique. Mais il faut aussi voir qu'aujourd'hui, le focus business, c'est la création de cet écosystème et de ce catalogue produit qui aujourd'hui adresse des nouveaux usages. Et là, on a vraiment des choses qui vont arriver qui sont très intéressantes. On dira plus dans quelques semaines. Voilà, exactement. Comment tu vois l'écosystème des applications évoluer là? Comment tu vois, on parle beaucoup dans les sujets un peu à la mode, intelligence artificielle, les bots, etc. On a parlé ensemble des bots, vous avez un SAV quand même, enfin en tout cas un service au client qui est assez phénoménal. Tu me disais combien de demandes vous avez par jour? Nous, aujourd'hui, par jour, on est à peu près à 500-600 mails de demandes clients, pertinentes en plus, sur des questions en tout genre. Donc, c'est un support qui est fait à la main, parce que nous, aujourd'hui, on est vraiment dans du lean. On lance un produit, on itère très vite, on est à l'écoute du client. C'est la seule chose qui nous intéresse. On veut savoir s'ils sont contents. On vise d'avoir une note moyenne de 4,5 sur 5 et on répond à tous les mails, alors le plus rapidement possible. Mais on est vraiment à l'écoute en fait, parce qu'aujourd'hui, si on n'écoute pas, on est en B2C, si on n'écoute pas nos clients, demain on est mort. Tu penses qu'un bot peut remplir cette fonction-là ou pas du tout? Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est obligé de rester humain? Alors dans notre activité, c'est compliqué puisqu'ils vont nous poser des questions extrêmement pointues, extrêmement techniques. On essaie d'automatiser certaines réponses. Par exemple ils vont nous dire, alors je comprends pas, quand je suis en train d'utiliser la fonction freeze de Editing Pro et qu'en même temps j'utilise le crossfader, que je slide avec mon doigt et que je lâche, il y a un problème. Alors, ok, on va aller voir les ingés, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, on a oublié de mettre un événement, bon, on va faire un update, un fix bug. Ça va être des questions comme ça va être des questions,
des propositions d'amélioration. J'ai utilisé DJing, mais alors je voudrais brancher des platines vinyles, mais j'ai pas de sortie audio sur ma platine. Alors ok, alors tu prends ton RCA, tu branches ton RCA, tu mets une carte son, tu branches en USB un tout ça par mail. Tout ça par mail, c'est-à-dire qu'on rentre dans des discussions en fait, assez pointues avec nos clients. Généralement, c'est soit ils nous appellent pour nous encourager, ils nous félicitent, ils nous encouragent. On a très peu de haters. C'est surtout des mails d'encouragement, des suggestions et après des reports de bugs. Les gens sont très investis. On a des communautés aussi de bêta-testeurs qu'on anime. On a plusieurs milliers de bêta-testeurs. Très important ça. Hein. On en a plusieurs milliers. Pour chaque produit, on constitue des communautés. C'est plusieurs milliers de personnes qu'on manage et on leur fait découvrir les produits en avant-première. Et alors là, on passe à la table d'opération. Donc là, on les laisse nous critiquer sur tout. Et on intègre leurs recommandations généralement à 90%. Tu penses que l'écosystème des applications d'aujourd'hui et de demain, c'est vraiment un usage, une application qui fait exactement ce qu'on lui demande, c'est ça qui va fonctionner? Alors aujourd'hui, nous, c'est un peu notre... c'est notre pensée également, on la partage, puisque sur les App Store, aujourd'hui, l'écran est petit, on ne peut pas non plus faire 36 millions de choses sur ce petit écran. Le client, lui, quand il cherche une app, il cherche une fonctionnalité, il ne cherche pas un univers, il cherche une fonction. Moi, je veux un niveau pour mesurer une table. Je ne veux pas un truc qui fait niveau, et en plus qui fait règle, et en plus qui envoie des mails et des SMS. Je veux un niveau. Donc en fait, c'est pour ça que les applications ont pullulé sur les stores. Aujourd'hui, le client attend un message simple et une app, un usage. Donc en fait, nous, DJing, c'est un usage. C'est pour ça qu'on n'a pas DJing qui fait du karaoké et puis qui fait aussi du player. Non, DJing, Equalizer Plus, Bass Booster, Using, c'est une app, un usage. C'est beaucoup plus simple de se concentrer sur un usage et d'y répondre bien que de se concentrer sur 40 usages et de faire tout mal. En fait. Voilà, donc pour nous, on est vraiment sur cette pensée-là en fait. Bon, Jean-Baptiste, on a passé quelques minutes et c'était très sympa. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Hein, et puis, avec plaisir. Et puis on refera un point d'ici quelques années parce que on te suit depuis le départ. Depuis le tout début. Tout début. Et c'est une belle progression et c'est une belle boîte française qui réussit correctement sur mobile avec un vrai succès et de belles équipes. Je crois même qu'on s'est rencontrés, on avait quelques millions de dollars. Même pas un million. Ouais, voilà. Donc on se reverra pour les 100 millions. Voilà, pour les 100 millions. Bientôt. Ça sera super, bientôt. Super. Merci à tous et bonne continuation.